commencer par vous raconter un rêve. Je rêve que je suis dans mon fauteuil, dans mon bureau, et que je me suis endormi dans mon fauteuil. Et à un moment, un bruit me réveille. Et je me retrouve dans le noir total. Mais je me dis tout de suite, ça ne peut être qu'un analysant qui m'a réveillé comme ça avec un bruit. Et tout de suite me viennent des noms, c'est soit Victor, soit Hugo. Non, j'ai jamais eu Victor Hugo en analyse, c'est juste que j'ai dû choisir des pseudos, et ça m'est tombé comme ça. Donc soit Victor, soit Hugo, qui sont deux analysants que je vois depuis de très nombreuses années, et pour lesquels j'ai une grande affection. L'analysant en question me demande, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes endormi? Vous êtes malade? Et je sens une grande sollicitude dans sa voix. Il vient très rapidement vers moi, il s'accroupit à côté de mon fauteuil. Je le sens pas trop, mais peut-être comme s'il me prenait la main, vous voyez, quelque chose comme ça. Dans une attitude de considérable dévotion, qui m'étonne un peu, mais qui finalement me fait du bien. Et puis, voilà que c'est plus un analysant qui est là, ce sont mes parents qui m'ont réveillé. Mes parents qui sont morts depuis des dizaines d'années. Ils sont venus me réveiller comme ça, et ils me demandent d'aller à une soirée. Moi, j'ai pas tellement envie, bien que mon père se fasse très gentil, à peu près aussi gentil que l'analysant qui est passé. Ma mère, je sais pas. Elle apparaît à peine, c'est très flou. Et donc je dis que j'ai pas très envie de venir à la soirée qu'ils me proposent. Je leur demande quand même quelques précisions. Où c'est, avec qui, des choses comme ça. Ils me répondent, mais je sais même pas ce qu'ils me répondent. Et voilà, je crois qu'ils s'en vont sans moi. Et l'interprétation est pas difficile. C'est tout simplement que je mets en scène ce que je souhaite, c'est qu'on fasse attention à moi. J'ai dû reprendre le mot d'un ou deux analysants, peut-être plusieurs, qui savent que je suis malade et qui se sont inquiétés de moi. Ce qui m'épate, mais qui me fait plaisir finalement. Ça veut dire que quelqu'un dans ce monde tient à moi. Et donc, comme c'est quelque chose d'agréable, mon rêve reproduit quelque chose d'agréable, qui peut aller au plaisir d'avoir l'analysant qui vient me trouver jusqu'à un moment où je dors. Ah oui, j'avais oublié que dans le rêve, sur la fin, je cherchais mon téléphone. Je ne savais pas du tout où je l'avais mis. Et pourtant, je le sens vibrer le long de ma cuisse, puisque je le mets régulièrement dans ma poche, ici. Je le sens vibrer comme si quelqu'un m'envoyait un message, donc je devrais l'avoir sur moi, mais je ne l'ai pas sur moi. Donc je le cherche, et finalement je le trouve derrière le bureau qui est un lit, où c'est comme s'il y avait un lit à la place du bureau, puisque je suis censé être à mon bureau, et c'est derrière le coin du bureau, là, et comme si c'était un lit, voilà. Et donc c'est l'interprétation de tout à l'heure qui me ramène cet élément de rêve que j'avais oublié, à savoir que qu'est-ce qu'on fait au lit? On y dort, mais on a aussi des rapports sexuels. Et dans ce cas-là, ça se fait via un phallus, et le téléphone, c'est mon phallus, bien évidemment, puisqu'il en a toutes les caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est à la fois là et pas là, puisque je le sens vibrer contre ma cuisse, et en même temps, il n'y est pas à cet endroit, contre ma cuisse, c'est-à-dire tout près de l'endroit où se trouve effectivement le phallus, et dont le téléphone a évidemment pris la place. Autrement dit, j'ai dit, le téléphone vibre comme si quelqu'un m'envoyait un message. Et en même temps, une vibration contre la cuisse, c'est comme s'il y avait quelque chose d'un plaisir sexuel. Autrement dit, comme si le message de sollicitude qu'on m'envoie quelque chose de l'ordre d'un plaisir
qui est donc de nature sexuelle. Je pourrais très bien en rester à dire oui, ça me donne un plaisir que l'analysant vienne me trouver chez moi et qu'il me demande comment je vais. Mais en même temps, pourquoi est-ce que je calerais dans le rêve juste après cette histoire de téléphone et cette histoire de parents? C'est bien pour que je m'envoie en effet un message, que l'amitié ou l'affection que j'éprouve auprès de ces analysants, ça s'appelle un transfert dans le terme technique. J'aime autant dire amitié. Mais le transfert veut dire qu'effectivement, on transfère quelque chose comme on transvase un liquide d'un récipient dans un autre. On transfère de la libido d'un lieu dans un autre. Dans mon rêve, si je le prends dans la chronologie de ce qui se passe, la libido que j'ai investie sur l'analysant, je la transfère ensuite sur mes parents, qui viennent faire la même chose, c'est-à-dire me réveiller, peut-être pas pour me demander quelles des nouvelles de ma santé, mais en tout cas pour m'amener à une soirée, pour faire quelque chose d'agréable. Il y a donc un transfert de plaisir. Le rêve l'a mis dans ce sens-là. On peut vraisemblablement penser, raisonnablement, que c'est dans l'autre sens qu'il faut le comprendre. Parce que mes parents étaient là avant, largement avant mes analysants. Et donc la libido que j'ai investie sur eux, que ça soit sur la réalité de mes parents ou sur le fantasme, je la reverse, je la transfère sur mes analysants. C'est-à-dire que j'aimerais, ou j'aurais aimé, qu'ils aient la même sollicitude à mon égard, et voire même que ça aille un peu plus loin, c'est-à-dire que ça me donne cette relation avec mes parents, comme la relation avec les analysants, une sorte de plaisir de l'ordre du sexuel. Je ne sais pas pourquoi je prends toutes ces précautions oratoires, une sorte de plaisir de l'ordre du sexuel, autant dire un plaisir sexuel et basta, hein, puisque c'est le phallus qui est là et pas là en même temps. Mais c'est gênant, évidemment, d'avoir des pensées comme ça. C'est pour ça qu'elles sont transférées dans l'inconscient. C'est-à-dire que je n'en ai pas conscience, en tout cas dans la vie de veille. Je n'en ai pas conscience quand viennent les analysants. Je n'en avais pas conscience quand mes parents étaient vivants. Et même, ma mère est peu visible dans ce rêve, ce qui m'indique que quelque part, en fait, je l'ai oubliée parce qu'elle n'a pas été aussi gentille que je l'aurais souhaité, aussi à mon écoute. Mon père n'a pas été plus à l'écoute, mais il était au moins un peu plus gentil avec moi. Donc ça transfère, oui, c'est-à-dire ça transforme du coup le bureau, ce bureau, en chambre à coucher, avec un lit. C'est de ça dont il s'agit. Encore une fois, c'est gênant. Quelque part, je ne veux pas en entendre parler, je range ça soigneusement dans l'inconscient, d'où ça surnage grâce au rêve. Alors, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la théorie. Ce qu'on entend souvent, c'est parler du transfert des analysants vers l'analyste. Ça fait un bon moment que je dis que ce transfert-là, ça leur appartient, c'est à eux de l'analyser, éventuellement avec mon aide. C'est pourquoi que, même dans ce rêve qui parle d'eux, je ne parle pas d'eux, je parle de moi dans mon rapport à eux. C'est-à-dire j'ai un manque quelque part, et ce manque, eh bien, j'y mets les objets qui me conviennent, que ce soit mes parents ou mes analysants. Mais dans le transfert classique, celui dont on parle, l'analysant met le plus généralement l'analyste en position de parent. Or, vous voyez que là, c'est complètement inversé. Je mets l'analysant en position de parent, puisque les deux scènes sont symétriques et mes parents viennent faire la même chose que ce que venaient faire les analysants, c'est-à-dire me réveiller et avoir une attitude gentille, sollicitatrice à mon égard. Et ça, c'est un truc auquel je ne m'attends pas du tout. On pourrait s'attendre que
même si je m'intéresse surtout à mon transfert par rapport aux analysants, et encore une fois, pour ne pas leur couper la parole, c'est-à-dire pour ne pas parler à leur place dans leur analyse de leur transfert, eh bien j'analyse le mien, et c'est avec surprise que je m'aperçois que je ne les mets pas en place d'enfant, ce qui serait le symétrique exact du fait qu'ils me placent en position de parent, mais je les mets en position de parent aussi. C'est une surprise, donc ce n'est pas calculé, ce ne vient pas de la théorie, ce n'est pas dans les livres ni dans les conférences, c'est quelque chose qui m'étonne. Et là, je vais essayer de vous montrer comment je me sers de l'histoire des sciences pour réfléchir à ce qui m'arrive. À ce qui m'arrive dans la vie en général et dans la psychanalyse en particulier. Je vous ai déjà raconté cette histoire dans d'autres vidéos, mais je vais l'attaquer par un autre angle, vous allez voir. C'est l'histoire de la découverte de Neptune. Le Verrier, se servant des lois de Newton, calcule très précisément l'orbite des planètes autour du Soleil. C'est très précis, ça marche impeccable, c'est-à-dire que ça correspond exactement aux observations, sauf pour la dernière planète, Uranus. Il y a un léger écart entre ce qu'on devrait trouver mathématiquement et les observations. Alors le Verrier fait l'hypothèse qu'il y a là une planète qu'on n'a encore pas vue, mais qui expliquerait ce décalage. Donc il connaît le décalage, il peut le calculer, et du coup, par le calcul, il peut comprendre quelle est la planète, c'est-à-dire avec quelle masse et sur quelle orbite une planète inconnue pourrait ainsi faire dévier la trajectoire d'Uranus de la trajectoire observée. Donc il calcule ça, et il calcule que tel jour à telle heure, la planète inconnue devrait être là. Et donc il communique ces calculs à un observateur allemand, qui s'appelle Gall, je crois, un gars qui regarde dans son télescope à ce moment-là, à l'heure dite et à la position dite dans le ciel, il voit un point lumineux, il dit tiens, ça a l'air de marcher, il vérifie, il attend le lendemain et il voit à nouveau le point lumineux à l'endroit calculé. Il n'y a pas de doute, il y a là une planète et bon, on va l'appeler Neptune. Ça va être la 8e planète du système solaire. Ça, c'est un bel exemple de la prédiction des calculs, et c'est pratiquement tout le temps comme ça en physique théorique en tout cas, c'est qu'on peut prévoir l'existence d'un objet qu'on ne voyait pas. On n'y voit rien, c'était ma vidéo précédente. Et en un lieu calculé, on y voit quelque chose. Parce qu'on a fait les calculs, parce qu'on a fait les hypothèses nécessaires. En psychanalyse, ça ne se passe pas comme ça. Alors évidemment, les adversaires de la psychanalyse nous disent « Ouais, vous trouvez l'Oedipe partout, parce que c'est dans les livres, parce que Freud vous l'a dit, vous admirez Freud et vous vous fabriquez un Oedipe. » Ça pourrait être le calcul préalable, qui permet de situer les choses au bon endroit. C'est-à-dire qu'on s'inventerait, par exemple dans les rêves, un Oedipe, comme dans le rêve que je viens de faire, c'est un rêve d'Oedipe, finalement. Le bureau transformé en chambre à coucher. Un Oedipe, jouer avec mes parents et rejouer avec les analysants. Donc aussi bien pour eux que pour moi. Pour eux, c'est leur affaire, pour moi, je m'en occupe. Donc je ne sais pas s'il faut dire, là, un objet prévu par les livres, par exemple par Freud, et on se le fabriquerait comme une illusion.
alors qu'il n'y en aurait pas. Alors, il se trouve que dans mon cas, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire je disais l'Oedipe, ça ne me concerne pas. Ça doit concerner les névrosés. Bon, j'avais fait mes études de psycho, j'étais en début d'analyse, et j'avais une amie qui était une collègue également à l'hôpital de Lorca, qui un jour me dit « Putain, je suis en train de travailler mon Oedipe avec mon père, bah c'est quelque chose, hein ». J'ai pas osé lui répondre que « Ah bon, moi ça m'atteint pas ce truc-là ». Hein, ça a beau être dans les livres, j'ai beau avoir étudié ça à la fac, non, c'est pas mon truc. Il doit y avoir des gens à qui ça n'arrive pas. Et c'est à peu près ce que disent tout le monde, ce que dit tout le monde, tous les gens qui n'ont pas fait d'analyse. Hein, moi, ça m'arrive pas, ça me concerne pas. C'est ce que dit Michel Onfray, par exemple, tout à fait explicitement. Il dit, moi, jamais je n'ai désiré sexuellement ma mère. Ce que j'aurais dit à l'époque, de la même façon. Et ça m'a pris encore des années avant de m'en apercevoir à travers mes rêves que c'était bien de ça qu'il s'agissait. Est-ce que je me suis convaincu petit à petit à force de lire Freud ? Je ne crois pas. Je ne crois pas puisque je me trouvais cette défense toute naturelle, à savoir que ben non, ça ne m'atteint pas, c'est pour les névrosés, c'est pas pour moi. En fait, c'est comme ça que je me suis aperçu que c'était pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, comme c'est pour tout le monde, dans l'inconscient, parce que c'est très gênant, ben, tout le monde réagit de cette façon-là. Donc on n'y voit rien, et ce n'est pas le calcul qui m'amène à fabriquer un objet là où il n'est pas, hein, c'est là où c'est différent de la physique. Et je ne change pas non plus la loi. Je dis la loi, parce que on peut le formuler comme ça. Hein. L'Oedipe, c'est une loi. La loi dit que on est amoureux de sa maman, de son papa, qu'on a envie de tuer son papa parce qu'on est amoureux de maman, ou qu'on est amoureux de son papa et qu'on a envie de tuer maman. L'ensemble des 4 configurations pouvant exister en même temps, avec des degrés divers. On pourrait dire que c'est une loi et je n'ai pas changé la loi. Je pensais que Freud en parlait comme d'une loi concernant les névrosés. Et l'objet dans cette loi, c'est maman ou papa ou l'analysant. C'est toute la dialectique de l'objet et de la loi et qui va rebondir maintenant à nouveau en faisant référence à l'histoire des sciences. Quelque temps plus tard, on constate une toute petite différence entre les calculs obtenus grâce à la loi de Newton, on ne change pas la loi, c'est toujours la même loi qui a permis de trouver Neptune, puisque ça marche si bien pour Neptune, on va faire la même chose. Il y a un léger écart entre les observations et le calcul de 4 secondes d'arc par siècle, hein, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Et pourtant, le Verrier va essayer d'en faire quelque chose. Donc là aussi, il imagine une planète qu'on n'aurait pas vue, on n'y voit rien, et il calcule exactement son orbite, sa masse, etc. Pareil. Il demande à un astronome de regarder à l'endroit où il pense qu'elle est, et l'astronome ne voit rien. On revérifie plusieurs fois, il n'y a rien. Et pourtant, le Verrier était tellement sûr de son fait, puisqu'il avait vu que les lois de Newton marchaient tellement bien que ça lui avait permis de découvrir Neptune, qu'il avait déjà donné un nom pour cette planète, c'était Vulcain. Eh bien, on ne la trouve pas. On n'y voit rien. Et cette fois, c'est vrai qu'on n'y voit rien. Alors, les gens se mettent à imaginer d'autres choses. Ça pourrait être un nuage de gaz qui est diffus, donc on ne le voit pas, mais qu'il a la masse suffisante
pour dévier l'orbite de Mercure. Ben non, ça ne marche pas. C'est-à-dire, si je fais le parallèle entre la loi qu'on n'a pas changée et l'objet maman, l'objet Neptune, ici il y a l'objet Vulcain qui n'y est pas. Ça, c'est donc, pour continuer le parallèle, l'argument des détracteurs de la psychanalyse. C'est-à-dire, vous mettez maman à une place d'objet sexuel où elle n'est pas. Et ils changent la loi en disant cette loi n'existe pas. Elle est nulle et non avenue. Arrive alors un jeune étudiant qui doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça à l'époque, c'est Einstein, qui en 1905 donc élabore la théorie de la relativité, qui lui permet de changer la loi. Donc ce n'est pas une question d'objet, là c'est vraiment une question de loi. Ce n'est plus la loi de la chute des corps, ce n'est plus la loi de l'attraction universelle, c'est la loi de la déformation de l'espace-temps. La déformation de l'espace-temps étant fabriquée par les corps massifs, Mercure étant tout près du Soleil, c'est-à-dire tout près d'un corps très massif, eh bien, à cet endroit-là, la distorsion de l'espace-temps est plus forte que pour les autres planètes plus éloignées. Ce qui explique la différence. Et Einstein refait les calculs avec cette nouvelle loi et ça tombe pile poil. Donc vous voyez, entre Mercure et Neptune, il y a deux façons pour les sciences d'évoluer, notamment pour la science physique. C'est soit on change la loi quand quelque chose ne va pas, soit on change l'objet. C'est-à-dire on imagine qu'un objet pourrait exister là où on ne le voyait pas, qui explique les observations différentes. Donc on voit qu'il y a quand même à la base du questionnement, il y a quand même à la fois une loi qui est déjà là, la loi de Newton, et des choses qui viennent la contredire, des observations. Et en psychanalyse, nous avons à la fois la loi de l'interdit de l'inceste, qu'on peut appeler l'Oedipe également. L'Oedipe, c'est le côté positif, c'est-à-dire quand effectivement il y a un rapport sexuel avec la maman, et autrement, ça s'appelle la loi de l'interdit de l'inceste. Et c'est là une des différences aussi fondamentales avec la physique, c'est que la loi dérive aussitôt vers une loi morale. Il est interdit de coucher avec maman, c'est pas bien. Alors que passer de la loi de Newton à la loi de la déformation de l'espace-temps, ça n'a rien de moral. D'autant plus que la loi de Newton continue d'être valable pour la plupart des autres planètes. Et en tout cas, elle est valable au niveau de la surface terrestre. Pas de souci. Donc, que fait-on? Qu'est-ce que je fais dans le champ de la psychanalyse lorsque je trouve un contradicteur qui m'explique qu'il y a une différence de 4 secondes d'arc entre ma conviction et la sienne? C'est-à-dire, je pense qu'il y a de l'Oedipe et que c'est pour tout le monde, et il pense que ça n'existe pas. Ou alors, pour certains pervers, alors très très rares, vraiment des cochons de première, quoi. Parce que penser coucher avec maman, franchement... C'est cette réaction de dégoût que je constate chez tout le monde et chez tous les analysants en début d'analyse, que j'ai rencontré chez moi-même. Et pour la castration, c'est la même chose. Ça explique bien des réactions de dégoût de la part de certains hommes en face du sexe féminin, et même de la part de beaucoup de femmes à l'égard de leur propre sexe, qui disent non mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Moi je ne me réduis pas à ça, je ne suis pas une vulve. Bah oui, tout le monde le sait. Mais enfin, c'est l'expression d'un dégoût
pour cet organe sexuel qui s'explique par le refoulement. C'est-à-dire que la castration, l'angoisse de castration, se manifeste par un dégoût, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ça peut se manifester par une angoisse. Et l'angoisse de castration, c'est l'autre loi qui repose aussi sur un objet qu'on ne voit pas, ou qu'on pourrait voir, le phallus, et c'est lié à la loi de l'Oedipe, ou de l'interdit de l'inceste, au sens où la castration, c'est la punition infligée pour avoir bravé l'interdit de l'inceste. Donc dans un cas, l'inceste, on a une loi, l'interdit de l'inceste, on a un objet, maman ou papa, et dans la castration, on a aussi une loi, ça fonctionne pour tout le monde, cette loi peut s'énoncer de la façon suivante. Pour les enfants, la différence des sexes s'explique par la castration, ce qui est aussitôt refoulé, mais qui réapparaît de la même façon que pour l'Oedipe, l'objet maman, l'objet phallus perdu provoque l'angoisse de castration, voire le dégoût pour le sexe féminin, voire pour le sexe masculin, puisque nombreuses femmes éprouvent du dégoût pour le sexe masculin également, en tant qu'il leur rappelle la castration. Donc le rappel de la castration, chaque sujet va le trouver là où ça lui chante, hein. Soit sur le sexe féminin, soit sur le sexe masculin, soit sur les deux, puisque c'est comme Neptune, c'est une planète qui n'était pas là, on n'y voit rien, mais qui est là. Ou comme Vulcain, une planète qui n'était pas là, mais qui n'est pas là. C'est comme si quelque part, je m'amuse de ce parallèle, hein, c'est juste un parallèle métaphorique, c'est comme si quelque part Mercure c'était le féminin et Neptune le masculin. Le masculin parce qu'on ne voyait pas, mais on voit, tandis que Vulcain, on croyait voir, mais il n'y a pas. Et il y a toujours cette articulation de quand quelque chose ne va pas, va-t-on changer l'objet ou va-t-on changer la loi? Donc pour Neptune et Vulcain, on a tranché, ça c'est bon. Mais maintenant, on a d'autres problématiques que vous connaissez. C'est celle de la matière noire et celle de l'énergie noire. Les étoiles dans les galaxies tournent plus vite autour du centre de la galaxie que ce que permettrait la masse totale de matière qu'il y a dans la galaxie. À cette vitesse-là, elle devrait être éjectée. Vous savez, quand on va trop vite sur un manège, hein, ce qui retient les balançoires, par exemple, c'est des chaînes qui accrochent la balançoire, pivot central qui tourne. On peut imaginer que ça tourne tellement vite que ça puisse briser les chaînes et envoyer la balançoire avec l'enfant qui est dessus à l'extérieur. Eh bien, les chaînes, c'est une métaphore de la matière qu'il y a dans une galaxie. On peut calculer qu'il en faudrait tant et il en manque. Il en manque pour retenir les étoiles. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est que la chaîne qui retient les étoiles au centre de la galaxie. Donc, on a deux solutions. La solution ontologique, il y a une matière qu'on ne voit pas, on va l'appeler la matière noire, mais il y a aussi la solution législative, c'est-à-dire que la loi qu'on pensait juste de la déformation de l'espace-temps, eh bien, il y a certains endroits où elle n'est pas juste, et il faut la changer. Même chose pour l'énergie noire, on constate que les galaxies les plus éloignées s'éloignent de plus en plus vite de nous, et ceci dans quelque direction de l'espace que l'on regarde. Là, il faut bien expliquer qu'est-ce qui, au contraire, fait sortir les galaxies loin, comme s'il n'y avait plus de chaîne qui les retenait. C'est le problème exactement inverse que les étoiles retenues à l'intérieur d'une galaxie. Les galaxies s'éloignent. Pourquoi? Alors on sait que c'est non pas qu'elles s'éloignent, mais que l'espace-temps grandit. Pourquoi il grandit? Il doit bien y avoir une énergie pour ça, pour le faire grandir.
Et comme on ne sait pas ce que c'est, il y a deux solutions, ontologique ou législative. Ontologique, c'est une énergie qu'on ne connaît pas, mais on la cherche, on va peut-être la trouver. Ou alors législative, la loi de la gravité, parce que la loi de la déformation de l'espace-temps, c'est la loi de la gravité aussi, de la gravité universelle. Eh bien, il faut la changer. Et on ne sait pas si c'est une théorie ou l'autre qui fonctionne. Pour l'instant, on en était là. C'est ce qui stimule le questionnement. Alors, je vous ai indiqué comment j'en étais venu, je faisais le parallèle avec la psychanalyse, avec à la fois un changement ontologique et un changement législatif en ce qui me concerne, puisque je ne voyais pas en quoi j'étais concerné par l'Oedipe, et je ne voyais pas en quoi ma maman pourrait être un objet. Même chose pour ma fille, parce que l'Oedipe, c'est dans les deux sens, ascendant et descendant. Donc, à la différence de la physique, c'est quasiment par hasard que mes rêves m'amènent à changer mon opinion sur la loi. Et le rêve que je vous ai raconté en début de vidéo, c'est au fond une modification inattendue également. C'est-à-dire que je n'ai pas fait comme Le Verrier, j'avais fait les calculs et je vérifie dans le rêve en braquant le télescope du rêve sur l'inconscient. Non, le télescope du rêve m'amène, sans que je lui ai rien demandé, sans que j'ai rien calculé, une inversion des positions entre l'analysant et l'analyste à laquelle je ne m'attendais pas. Néanmoins, dans cette inversion des positions, ce qui est conservé, semble-t-il, c'est la loi de l'Oedipe et la loi de la castration, avec l'objet maman et l'objet phallus. Mais par contre, ce qui pourrait changer, en tout cas ce qui a changé pour moi, c'est qu'à une époque, je croyais à la loi du langage, qui avait été amenée par Lacan, en remplacement de la loi de l'Oedipe. C'est-à-dire qu'il a fait lui aussi une modification à la fois législative et ontologique, c'est-à-dire que ce n'est plus maman qui est l'objet du désir, c'est l'objet petit a, invention de Lacan, pour dire que c'est l'objet cause du désir. C'est une façon de le généraliser, c'est plus maman, ça peut être le sein, la merde, le regard, la voix. Il a longtemps décliné qu'il y avait 4 objets petit a, comme ça, qui n'étaient pas autre chose que les objets partiels décrits par Freud. Sauf que Freud avait dit, mais ces objets ne sont partiels qu'après coup, c'est-à-dire qu'après qu'on ait découvert la différence des sexes et qu'on ait expliqué cette perte d'objets, le sein, la merde, le regard et la voix, par la perte du phallus. Si le phallus peut effectivement n'être pas là, le corps des femmes en est le témoin, eh bien du coup je perds aussi les objets que j'avais avant, le sein, la merde, le regard et la voix, sur le modèle de la castration, de la perte du phallus. Donc, changement de loi et changement d'objet. D'ailleurs, je crois que c'est pas seulement les 4 objets dont il s'agit, c'est une façon pour Lacan de mathématiser la chose, c'est-à-dire d'en faire un objet abstrait qui devient, dans sa théorie du langage, c'est-à-dire la loi du langage, c'est que le premier objet perdu, c'est le réel. C'est-à-dire que nous n'avons plus un accès brut au réel, nous avons un accès via l'imaginaire et le symbolique. Donc là, Lacan, sans le dire fondamentalement comme ça, il opère un changement fondamental par rapport à Freud. Un changement et législatif et ontologique. Vous voyez qu'en psychanalyse, c'est beaucoup plus souvent les deux ensemble que ou l'un ou l'autre, comme en physique. Et donc, là aussi, moi je croyais en cette loi du langage, là aussi j'avais fait des calculs comme Le Verrier, c'est-à-dire que j'avais lu du Lacan, je l'avais lu le stylo-bille à la main, j'ai couvert des tonnes de feuilles de papier,
j'ai usé des flots d'encre à essayer d'écrire, à essayer de refaire ces schémas, etc., pour comprendre comment ça fonctionnait. Parce que c'est pas Lacan qui aide à comprendre, vu qu'il affectionne son langage dit gongorique, qui ne nous facilite pas la tâche. Néanmoins, j'ai réussi à passer à travers ce style plutôt que ce langage gongorique. Et j'avais compris ça, que l'objet perdu, au fond, c'est pas maman, c'est pas le phallus, c'est le réel. Et la loi n'est donc plus la loi de l'Oedipe, c'est la loi du langage. Quand on parle, on perd l'accès direct au réel. D'où il en déduit des lois annexes, ou qui sont d'autres formulations de la même loi. C'est-à-dire que la cause du désir, c'est ça. Ça serait qu'on aurait envie de retrouver le réel comme tel. L'objet cause du désir. Et que maman, parce qu'il ne supprime pas l'ancienne loi quand même, maman ne serait jamais qu'un substitut de ce réel. Ainsi que le sein, le merde, le regard, la voix. Tous ces objets ne seraient que des substituts du réel fondamentalement perdu. La chose freudienne avec un grand C, que Freud avait repéré sous le nom de Das Ding. Das Ding qui signifie la chose en allemand. Alors, il opère ce changement législatif et ontologique, mais au sein de ce changement, quand il donne les définitions du réel, c'est quoi le réel perdu? Eh bien, par exemple, il le définit dans ses premiers séminaires comme étant ce qui revient toujours à la même place, et comme par hasard, il donne l'exemple des étoiles dans le ciel, les étoiles et les planètes. Elles viennent à la place attendue, celle calculée par le Verrier. Et il nous dit c'est ça le réel. Et évidemment, il joue là-dessus pour donner un statut scientifique à la psychanalyse qui s'occuperait du réel, comme les physiciens s'occupent du réel. Mais le fait que les planètes et les étoiles reviennent toujours à la même place, c'est éminemment symbolique. C'est calculé par des symboles, et c'est en accord avec les observations que l'on communique par du langage. Le Verrier a communiqué ses données à Gall en parlant, en lui donnant des écrits, en lui donnant des coordonnées dans le ciel. Tout ça est parfaitement symbolique. Donc c'est pas le réel tel qu'il le définissait par ailleurs comme hors symbolique. Là, il y a un problème. Et là, c'est pas un problème de changement d'objet ou de changement de loi, c'est un problème de contradiction dans les termes. De même, quand à partir du séminaire 11, sans prévenir, sans dire, vous savez, j'ai toujours pensé que le réel, c'était ce qui revient toujours à la même place. Le réel, maintenant, c'est ce qui survient par surprise, c'est-à-dire ce qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire une définition exactement contraire, qu'il ne justifie absolument pas par rapport à sa définition précédente. Et là, il fait encore un changement, mais un changement qu'il n'explique pas. Simplement, c'est comme si c'était une lubie. Ça lui toque. Ah oui, maintenant, c'est plus ce qui revient toujours à la même place, c'est au contraire ce qu'on n'attendait pas à cette place-là. Alors, ce qu'on n'attendait pas à cette place-là, c'est ce que je vous ai dit qui m'arrivait quand j'ai rencontré l'Oedipe et la castration dans mes rêves. Ou comme quand j'ai rencontré, dans le rêve que je viens de vous indiquer tout à l'heure, ce changement de place inattendu, où je m'aperçois que je mets certains analysants en place de parents. Donc ça pourrait correspondre plus à ma définition. Seulement moi, ce que je trouve comme surprise, comme inattendu, c'est parfaitement symbolique. C'est pas ça le réel. C'est le fait de perdre le phallus, mon téléphone qui est là et qui n'est pas là, en même temps. Là, il y a quelque chose d'effectivement
à la fois surprenant dans la découverte, mais calculé à la base. Parce que quand j'étais petit, j'imaginais tout le monde muni d'un phallus. La surprise a été quand j'ai découvert ma mère à poil. Alors là, incompréhensible. Il n'y a pas la planète Vulcain. Il n'y a pas de phallus à cet endroit-là. Malgré mes calculs qui étaient imaginaires, hein, c'est plus des calculs mathématiques, c'est des calculs imaginaires, hein, j'emploie à dessein le mot calcul pour poursuivre le parallèle avec la physique. Je m'attendais à voir une planète, un phallus, et il n'y était pas. D'où l'horreur, parce que je l'ai expliqué par la castration. C'est-à-dire une mutilation. C'est pas rien, hein, c'est pas un concept. On peut en faire un concept après. Mais à la base, c'est une angoisse terrible. C'est une mutilation. Perdu un bout de moi-même, et un bout quand même intéressant, parce qu'il donne pas mal de plaisir. Mais l'objet perdu au moment où j'ai vu ma mère à poil. Je dis ma mère parce que c'est sans doute ce qui m'est arrivé, vu que j'ai pas de petite sœur. J'ai pas de sœur du tout d'ailleurs. Donc c'est vraisemblablement comme ça que je l'ai découvert. Il y a des gens, ils le découvrent parce que c'est la petite sœur. Ou n'importe qui. Ou une copine à l'école. Inversement pour les filles qui le découvrent avec papa ou avec un copain à l'école ou un petit frère. Dans chacun des cas, de toute façon, c'est la découverte de la différence des sexes. Et c'est ce trou, cette absence dans l'espace-temps de la perception qui va peser de tout son poids pour mobiliser la libido, c'est-à-dire la gravité, l'attraction universelle. C'est-à-dire essayer de retrouver cet objet perdu. Pour une femme, avoir un zizi à tout prix, et pour un mec, s'assurer qu'il ne va pas le perdre. C'est donc une loi de l'attraction universelle, là aussi, portant sur un objet bien spécifique, le phallus, dans le cadre d'une loi plus générale, l'interdit de l'inceste. Je l'ai perdu parce que j'ai été puni pour avoir transgressé la loi. Même si je ne l'ai pas transgressé le moins du monde. Même si je n'ai pas couché avec maman, je veux dire. Mais j'en ai eu le fantasme. J'en ai eu le désir. Et rien que ça suffit à faire que je me sente coupable. Donc coupé, éventuellement. Plutôt coupable pour un mec, plutôt coupé pour une nana. Ce qui n'empêche pas de se sentir coupable quand on est coupé. J'en arrive à un autre trou, puisque là on parle du trou de la castration, qui est donc parfaitement symbolique et imaginaire. C'est parce qu'on imaginait que l'autre était pareil à moi, que s'il est de l'autre sexe, il est différent, eh bien, c'est bien parce que, comme dans les calculs des théoriciens de la physique, il y avait attente de quelque chose qui finalement n'est pas là. Ce n'est pas du réel, c'est du symbolique, parce que le symbolique, c'est ça, c'est voir quelque chose qui n'est pas là, c'est-à-dire avoir une représentation. La représentation, c'est le symbole. C'est l'origine du mot vient de symbolon, en grec, qui était une petite médaille en terre cuite que deux amis brisaient, chacun gardait un morceau, de façon à ce que même les descendants, plusieurs générations après, pourraient se reconnaître en mettant les morceaux, tiens, ça correspond, les craquelures, pouvaient reconnaître qu'il y avait eu là autrefois une amitié, un amour formidable. C'est-à-dire que la moitié qu'on ne voit pas, la moitié du tesser, la médaille cassée, la moitié qu'on ne voit pas, eh bien, on la voit quand même, par la représentation. De même qu'on s'était représenté Vulcain, qui n'y était pas, ou Neptune, qui y était. Mais dans les deux cas, on avait une représentation. Disons que Vulcain est resté une planète fantasmatique, comme le phallus féminin. C'est un organe fantasmatique, mais auquel
Tout le monde croit inconsciemment, évidemment. Parce que si on y croyait consciemment, eh ben on aurait l'angoisse. Mais on le refoule soigneusement. Explication qui ne convient pas, nous disent les détracteurs de la psychanalyse. Alors j'ai dit que j'allais en arriver au trou noir. Le trou noir, c'est ce qui se passe quand une étoile massive explose. Et en rebond de cette explosion, la matière est dispersée dans l'espace. Eh bien la gravité ramène cette matière après tout d'un coup en un puits de gravité absolument formidable. Ou c'est un endroit où les atomes sont détruits. C'est-à-dire les particules sont tellement proches les unes les autres que plus aucune ne peut s'en échapper, que même les photons, particules qui n'ont censément pas de masse, ne peuvent pas s'en échapper. D'où le trou est noir. On ne le voit pas, il ne peut émettre aucune lumière. On pourrait le comparer au réel. C'est-à-dire que ça, vraiment, on ne voit pas. En fait, si. Parce que là aussi, sans que ça soit préparé ni calculé, cette fois, parce que l'histoire de la castration et de l'Oedipe, ça avait beau être préparé, ça a été quand même une surprise. Et pour l'histoire du réel, bon, ce n'était préparé que par la lecture de Lacan, et ça a été une surprise aussi quand je l'ai découvert dans mes rêves, sous la forme de ces objets que je ne pouvais pas décrire, ou de ces personnages multiples que je ne pouvais pas décrire non plus, et qui m'encombraient d'ailleurs. Bon, ce qui m'a permis de faire une avancée formidable, parce que mon télescope de rêve avait pu me donner une observation sur laquelle je peux m'appuyer d'une manière certaine, comme Le Verrier a pu s'appuyer sur les observations des astronomes qui disaient qu'il y avait un écart de 4 secondes d'arc dans l'avance du périhélie de Mercure. Donc je m'appuie sur cela qui est non pas la nature du réel, qui est un objet dont je ne peux rien dire, mais qui me permet de modifier la loi de Lacan, parce que je m'aperçois que le réel dans mes rêves n'est ni cause d'angoisse, ni cause du désir. Alors que c'est avec ça que Lacan avait remplacé la loi de Freud, c'est-à-dire que le réel serait la cause du désir. Il faudrait symboliser à tout prix, parce que c'est du réel, on n'arrive pas à l'attraper, il faut l'attraper quand même, par du symbolique. Mais ce n'est pas du tout ce que je constate. Donc moi qui avais admis la loi, la modification de la loi de Lacan, qui avait remplacé maman par le réel, je m'aperçois que j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Les observations de mon télescope intérieur m'indiquent que ça ne marche pas comme ça. Donc je remodifie la loi pour revenir à Freud. Donc dans l'histoire, c'est pas Lacan qui revient à Freud, au contraire, il s'en éloigne, c'est moi, mais pas parce que c'est Freud. De même que je m'intéresse à la relativité, c'est pas parce que c'est Einstein, ou c'est pas parce que c'est Le Verrier, c'est parce que c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment la science avance, comment le savoir s'établit. Et voyez que le parallèle que je fais entre physique et psychanalyse n'est pas absolu, il n'est pas rigoureux, mais il me permet justement de réfléchir sur la psychanalyse, de réfléchir sur l'inconscient, et de réfléchir sur comment je réfléchis, pour soit modifier une loi, soit modifier un objet. Modification législative, modification ontologique. Alors ce trou noir, comparable au réel ? Oui, cette fois, oui, au sens où, c'est pas qu'il est là ou pas là, c'est que on ne peut vraiment rien en dire. Et c'est pareil pour le Big Bang. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y avait là avant ? On ne peut rien en dire. Et même 380 000 ans après le Big Bang, ou plutôt avant, de ce qui s'est passé avant, on ne sait pas. Pour le savoir, il faudrait une théorie qui rejoint la théorie de la relativité, qui concerne la gravité, théorie d'Einstein, et la physique quantique. Parce que à cet endroit-là, dans un trou noir, on suppose, parce que n'en sait rien,
que les atomes sont détruits, que les particules sont collées les unes sur les autres. Sont-elles encore des particules? On n'en sait même rien. En tout cas, certainement plus des atomes. Et donc, il faudrait une théorie, puisque la physique quantique s'occupe des particules et des atomes, qui se rejoint avec la théorie de la gravité, puisque c'est la gravité qui a fabriqué cette espèce d'objet qu'on ne peut pas saisir parce qu'il est noir. Eh bien, comment les physiciens appellent cet objet, le trou noir? Ils appellent ça une singularité. Et comment les physiciens appellent le Big Bang? Ils appellent ça aussi une singularité. Et ça rappelle singulièrement ce avec quoi nous travaillons en psychanalyse, parce que nous travaillons avec des singularités, c'est-à-dire des sujets singuliers, dont je ne peux rien dire tant qu'ils n'ont pas raconté eux-mêmes leur histoire, tant qu'ils n'ont pas raconté leurs rêves, tant qu'ils n'ont pas interprété eux-mêmes leurs rêves. Avec peut-être quelques petits coups de pouce de ma part, quand même, sous forme de questions. Et une singularité, ils l'appellent comme ça, les physiciens, justement, parce que c'est la même chose que ce que je viens de dire pour un sujet singulier. Ça ne rentre pas dans le cadre de la loi. Alors là, il y a un paradoxe en psychanalyse. C'est que ça rentre quand même dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que les gens, en général, en viennent, au bout d'un temps plus ou moins long, ça peut être très rapide pour certains, ça peut être très très long pour d'autres, en viennent à s'apercevoir que leur objet sexuel premier, c'était bien maman, et que leur angoisse fondamentale, c'est bien celle de perdre le phallus ou de désirer l'avoir, comme dans le rêve que je vous ai raconté au début de cette vidéo. Mais c'est chacun à sa façon. Et ça c'est une singularité. Et c'est pour ça qu'il faut se garder de plaquer quelque loi que ce soit sur les gens que j'écoute. Même si je suis convaincu que ce sont des lois universelles, je dois refouler cela quand j'écoute, pour écouter ce qui fait la singularité de la personne. Avec le même angle d'attaque, on peut examiner le changement qu'a effectué Freud au niveau de sa théorie des pulsions. Je vous ai parlé plusieurs fois de ce changement chez Freud, qui chaque fois qu'il rencontre dans la pratique quelque chose qui lui semble ne pas coller avec sa théorie, il change la théorie. Et c'est ça qu'on doit respecter énormément chez Freud. La théorie des pulsions chez Freud, vous savez qu'elle a subi 3 remaniements, que je vous en ai déjà parlé dans bien d'autres vidéos. Donc là, je me répète, mais en fait, comme je prends un angle d'attaque différent, avec une hypothèse différente, là c'est une réflexion sur le mode de pensée scientifique, ça peut donner des éclairages différents. Je vous avais dit qu'au départ, Freud divisait la pulsion en 2. Il y avait les pulsions d'autoconservation, conservation du corps, il faut manger, boire, dormir, et puis les pulsions sexuelles, qui étaient des pulsions de conservation de l'espèce, puisque pour que les humains se perpétuent, il faut copuler. Mais là, on sent derrière le biologisme de Freud, qui vient d'une formation effectivement biologique qu'il a reçue à la fac de médecine. Et il rabat un peu les concepts psychologiques, comme celui de pulsion, sur la biologie. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi? Justement, il continue à se poser la question. Et puis il s'aperçoit, donc d'abord, cette première distinction entre pulsion d'autoconservation et pulsion de conservation de l'espèce vous indique que c'est une division en fonction de l'objet. La loi étant le principe de plaisir. Donc il établit une loi, et à l'intérieur de cette loi, il établit une distinction entre les objets. Et le principe de réalité, qui vient à cette époque-là en
une opposition au principe de plaisir, ce n'est pas véritablement une opposition, comme on a tendance à nous le rabâcher dans le moralisme des écoles psychanalytiques. Le principe de réalité, ce n'est que accepter de faire un détour pour parvenir quand même au plaisir. C'est ça l'intelligence humaine. Donc le principe de plaisir régit tout ça. C'est la loi. Et puis il s'aperçoit, Freud, que la pulsion d'autoconservation est en fait aussi une libido. Libido étant pulsion sexuelle. Sauf que ça change d'objet. C'est une libido qui est attirée non pas par les autres, mais par soi. Ça s'appelle le narcissisme. C'est son texte de 1914 pour introduire le narcissisme. Donc il fait là un nouveau changement d'objet. Et il y a toujours la même loi qui fonctionne, c'est toujours le principe de plaisir, et le principe de réalité n'est toujours qu'un moyen détourné d'aboutir au plaisir. C'est clair, ça fonctionne, ça baigne dans l'huile. Bon, jusqu'au jour où il s'aperçoit, toujours pareil dans sa clinique, qu'il y a des éléments qui semblent ne pas être en accord avec ce fameux principe de plaisir. C'est quand l'enfant jette sa bobine au loin, en disant « Oh, si l'interprétation de Freud est juste, à savoir que la bobine c'est maman, sachant que le plaisir c'est d'avoir maman, pourquoi l'enfant jette-t-il la bobine au loin ?» Ah, pour la faire réapparaître. Mais la phase la plus importante du jeu, celle que l'enfant répète tout le temps, c'est la phase de « j'ai au loin ». Et c'est très rarement qu'il ramène l'objet à soi. C'est là que ça coule plus. Parce que si le plaisir, c'est vraiment d'avoir maman à soi, ça devrait être à chaque fois qu'il l'envoie au loin, il la ramène. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, il est obligé de dire, bon, il a d'autres éléments aussi, l'échec thérapeutique par exemple. Il en vient à dire que les gens ont envie de s'autodétruire. Donc, que fait Freud ? Il change la loi. Auparavant, dans sa loi, il n'avait fait que changer les objets, en passant de l'objet extérieur au narcissisme, l'objet moi. Et là, il est obligé de scinder à nouveau la loi en deux. Il y aurait les pulsions de vie d'un côté, qui rassemblent la libido du moi et la libido d'objet, et de notre côté, la pulsion de mort. Déduction qui me semble impliquée par son biologisme, puisqu'il le développe en faisant référence à des recherches biologiques, où on pourrait appliquer cette loi à tout le vivant. Tout le vivant n'aspirerait qu'à mourir, c'est-à-dire à la baisse de toutes les tensions. Mais il y a des foules d'objections à ce mouvement que Freud a l'honnêteté d'appeler une spéculation. C'est pas un fait avéré, c'est une spéculation. Il imagine que ça pourrait se passer comme ça. Alors les arguments qu'il y a contre, mais il nous les fournit lui-même. Puisque dans un des exemples qu'il donne, c'est le petit enfant qui voit son père revenir à la maison, parce que ça se passe pendant la guerre de 14-18, le père a une permission, voilà qui débarque à la maison. Et le gamin n'a pas d'autre souci que de dire à son père « va-t'en à la guerre ». Bah oui, il avait maman pour lui tout seul, et voilà que papa vient le déranger. Ouais, va-t'en à la guerre. Donc c'est bien encore une fois le principe de plaisir qui joue. C'est pas jeter la bobine au loin, c'est jeter ce qui le dérange. Jeter ce qui lui provoque du déplaisir pour sauvegarder son plaisir. Moi, je trouve que le principe de plaisir continue d'être tout à fait sauvegardé dans le cadre de la libido. C'est rien d'autre que le complexe d'Oedipe. J'aime maman, et pour aimer maman, je tue papa. Et puis même dans son examen du jeu de la bobine, lui-même, il nous donne l'indice. Il nous dit que l'enfant se récupère la maîtrise. C'est-à-dire c'est lui qui décide d'envoyer l'objet au loin. En récupérant cette maîtrise, qu'est-ce qu'il fait ? Il renforce son narcissisme. Le plaisir d'être soi. C'est ce qui arrive à Antigone, tellement reprise par Lacan, qui ne va pas au-devant de la mort pour le simple plaisir de la destruction, mais pour le plaisir de pouvoir dire « je suis plus fort que Créon ». C'est moi qui décide, même de l'instant de ma mort. Pour moi, il n'y avait pas lieu de changer la loi. Il y avait juste lieu de trouver une interprétation légèrement différente, mais à peine, puisque Freud, encore une fois, nous la donne. Mais il semblerait que ce soit son biologisme qui prenne le pas
pour inventer cette pulsion de mort. Baisse de toutes les tensions. Autre exemple, lorsqu'on fait l'amour, tout le monde a pu constater ce fait, que c'est un fait de tension qui ne cesse de monter. Et ces tensions qui ne cessent de monter provoquent du plaisir. Jusqu'à l'acmé du plaisir qui rabaisse toutes les tensions. Mais néanmoins, l'augmentation des tensions peut être un plaisir. Ce n'est pas seulement la baisse des tensions qui provoque un plaisir. Au niveau de l'examen que je fais du comment se modifient les avancées dans une pensée qui n'est peut-être pas scientifique, mais qui au moins s'inspire du modèle scientifique pour essayer d'aboutir à des énoncés vrais, là, il n'était peut-être pas la peine de changer la loi. Alors, Lacan s'est emparé de cette histoire pour dire, à la fin du séminaire 2, il change la loi, la pulsion de mort, c'est le symbolique en tant qu'il est muet. Il donne une nouvelle interprétation de la loi. Est-ce que c'est exactement changer la loi? Il garde la pulsion de mort, mais il l'intitule le symbolique. Le symbolique qui mordrait sur le réel pour en faire des objets maniables, c'est-à-dire des représentations, puisque c'est le réel qui le titille, Lacan. Lui aussi, il veut faire scientifique, donc il veut s'occuper du réel. Et c'est pour ça que le réel prendra de plus en plus le pas dans sa théorisation au fur et à mesure qu'elle va avancer, parce que ça lui donnera un semblant d'assise scientifique. Je m'occupe du réel. Alors le symbolique mord sur le réel, et il en fera finalement véritablement le nerf de son enseignement. L'inconscient est structuré comme un langage. Bon, quelque part, ça veut dire qu'il passe d'une loi biologique chez Freud à une loi linguistique. C'est le langage, c'est-à-dire le symbolique, qui mord sur le réel, qui transforme le réel en représentation. Il oublie donc très vite cette proposition à la fin du séminaire 2, et il n'y revient que beaucoup plus tard dans le Saint-Homme lorsqu'il dit le symbolique c'est le trou. Le trou, à savoir le trou qu'on met autour des objets et des personnes prises comme objets, en tant que c'est l'intérêt que l'on porte à ces personnes ou à ces objets qui va les détacher de l'environnement, en faire quelque chose qui retient notre attention beaucoup plus que tout le reste. Comme la ligne claire dans les dessins d'Hergé. C'est ça qui m'avait, je pense, plu, parce que ça m'avait rassuré dans ma façon de voir les bandes dessinées. Il n'y avait pas des coups de crayon, des hachures, des petits machins comme ça qui rappellent qu'on est dans la représentation. Il y a juste la ligne claire autour des objets, très précise, sans rature, sans remords. Alors donc là, il change le statut de la loi, encore une fois, en passant du biologique au linguistique. Il y a aussi des objections. Les objections, c'est essentiellement celles que j'ai trouvées dans mes rêves, à savoir qu'il me semble bien que ce n'est pas le symbolique qui mord sur le réel, qui provoque la répétition et donc le déplaisir, mais bien les représentations refoulées, qui sont refoulées parce qu'elles représentent un certain plaisir, mais un plaisir interdit. C'est-à-dire un plaisir qui va provoquer du déplaisir dans un autre endroit de la sphère psychique. Donc on les refoule à cause du déplaisir qu'elles causent, mais comme elles causent aussi du plaisir, elles demandent à revenir pour procurer le plaisir qu'elles avaient avec. J'ai en tête évidemment le désir incestueux. C'est interdit, mais ça provoquait vachement de plaisir. Mais pour éviter le déplaisir de l'interdit, on refoule. Donc c'est ça qui provoque la répétition, qui fait que même que chaque fois que j'interprète un rêve et que j'y découvre l'inceste, le déplaisir que ça procure, malgré le plaisir que ça a procuré de le faire ressurgir sous une forme détournée dans un rêve, le déplaisir que ça procure renvoie aussitôt la représentation dans le refoulement, dans l'inconscient. Donc je crois que la loi ancienne de Freud continue de fonctionner. Et je ne la sens pas vraiment linguistique. J'ai des arguments que j'ai développés dans d'autres vidéos, que je peux vous résumer. Le fait que Lacan confonde régulièrement le langage avec les langues, et qui décrète que les Japonais sont inanalysables, que les Chinois sont plus près de l'inconscient, que l'anglais est un obstacle à la découverte de l'inconscient, indique qu'il reste vraiment
opinion sur la linguistique, parce que c'est vraiment une opinion, c'est pas du tout de l'affirmation scientifique. Et il suffit d'examiner un petit peu les choses pour s'apercevoir qu'il y a des analystes japonais, des analyses qui se font au Japon, et aussi dans les pays anglo-saxons, et que les Chinois sont pas mieux lotis que les autres quant à l'approche de l'inconscient. Parce que les Chinois, comme tout le monde, ont eu un père et une mère, et ont eu à constater qu'il y avait une différence sexuelle. Et ça provoque du déplaisir, en même temps que du plaisir. Hein. Même comme pareil que l'inceste. Le plaisir, c'est que, justement, l'angoisse de castration a pu être retournée en plaisir, de voir ce qui manque. Dans chaque cas, c'est voir le phallus, puisqu'on voit entre les jambes d'une fille le phallus qui n'y est pas. C'est bien qu'il y a une représentation. C'est cette représentation même qui provoque l'angoisse de castration. Mais aussi le plaisir quand on peut s'imaginer qu'en affrontant cette angoisse de castration, narcissisme, je vais me prouver que j'ai un phallus. Donc c'est un déplaisir qui s'inverse en plaisir. D'où le succès des striptease, des pornos, etc. C'est important de voir. Et qu'est-ce qu'on voit en général? Qu'est-ce qui intéresse le plus au niveau du porno? Aussi bien les hommes que les femmes, d'ailleurs. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr. C'est essentiellement les femmes nues. Parce que c'est ça le mystère. Le mystère de pourquoi il n'y a pas ce phallus entre les jambes. Et quand on le dit comme ça, c'est bien qu'on a une représentation du phallus entre les jambes d'une femme. C'est donc pas le symbolique qui mord sur le réel. C'est le symbolique qui s'origine, je dirais, de cette différence qui permet de voir quelque chose là où il n'y a rien. C'est la représentation. Comme la représentation de toute chose que je peux me faire dans ma tête en l'absence de tout objet. Je peux me représenter en ce moment les cuillères qui sont dans le tiroir de ma cuisine. Elles ne sont pas là, mais elles sont dans ma tête. Ça vaut pour tous les objets, toutes les personnes. Donc le réel n'intervient pas là-dedans. Le réel n'est qu'un reste de ce qui a été laissé de côté par cette formation du symbolique, mais qui ne provoque ni plaisir ni déplaisir. Plaisir, déplaisir, c'est une opposition signifiante qui est symbolique. Alors à l'inverse, le trou noir dont j'ai parlé tout à l'heure, le trou noir des physiciens, il n'a pas de représentation, lui, comme la matière noire ou l'énergie noire. On ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de représentation. C'est là où il y a une différence. Alors, ça attire l'intérêt, la libido des physiciens, parce qu'on ne sait pas et qu'on voudrait savoir. Mais c'est totalement différent de ce qui se passe entre les jambes, où on sait et on voudrait vérifier. Totalement différent. En science aussi, on a ces trucs-là. On se fait une représentation du boson de Higgs parce que c'est indispensable pour la correction des équations. On est obligé d'imaginer que la masse des particules leur est apportée de l'extérieur. Pourquoi? Parce que les équations, dites les équations de jauge, qui forment le modèle standard de la physique, ne fonctionnent que si les particules n'ont pas de masse. Or, on sait très bien par l'expérience que les particules ont une masse que l'on peut mesurer. Il y a les gens qui ont dit un jour « Mais ça veut dire qu'il faut changer la loi, ça veut dire que le modèle standard n'est pas valable. » Et puis d'autres, dont Higgs, justement, qui ont fait l'autre hypothèse. Non, c'est parce qu'il y a une particule qu'on ne voit pas. Ils s'en font une représentation. Cette particule, elle est extérieure aux particules qu'on connaît, et elle vient apporter sa masse aux particules. Et il a fallu 50 ans pour arriver à avoir une représentation dans la réalité de ce boson de Higgs qui effectivement amène la masse aux particules. Vous voyez qu'on aurait pu se précipiter pour changer la loi. En fait, non, il fallait changer d'objet en ce qui se concerne cette histoire-là. Donc, problème totalement différent du trou noir, de la matière noire et du Big Bang. On ne sait pas. Là, on n'a pas de représentation. Alors, ce que sont en train de faire les physiciens, c'est de trouver une représentation théorique, c'est-à-dire une théorie qui rendrait compte à la fois
de l'astrophysique, dans la théorie de la relativité, et de la physique quantique, c'est-à-dire la théorie des particules, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Cette théorie, on ne l'a encore pas. On en a, mais on n'a pas les vérifications, parce qu'il faut une vérification expérimentale, toujours. C'est ça qui va donner raison à ceux qui veulent changer la loi ou à ceux qui veulent changer l'objet. Alors, la différence avec la physique, j'avais appelé ces trous noirs et le Big Bang des singularités. Enfin, c'est pas moi qui les ai appelés, c'est les physiciens. En faisant le rapport avec la singularité de chaque sujet. Puisque la loi humaine, c'est que ce qu'il y a de plus général chez l'humain, c'est qu'il est singulier. C'est que la loi de l'humain, c'est que ça sort de la loi. Et en même temps, il y a une loi à respecter. Alors, il n'y a pas une loi à respecter quand on dit la loi plaisir des plaisirs. Ça, c'est un principe que l'on constate. Et justement, le déplaisir s'origine de ce que cette loi, plaisir des plaisirs, principe de plaisir, se heurte à la loi morale qui interdit l'inceste. Et le meurtre et le vol et tout ce que vous voulez qui en découle. Et donc, la notion de loi change de statut. En physique, la morale normalement n'intervient pas, sauf dans l'opinion qu'on peut avoir sur la physique. Mais la physique en tant que telle ne développe pas de loi morale. Il n'y a pas de déplaisir à savoir. Ce n'est pas un interdit comme l'interdit de l'inceste qui interdit de savoir ce qu'il y a dans le trou noir ou ce qu'il y a au-delà du Big Bang. C'est juste qu'on ne sait pas. Alors que l'interdit posé dans le genre humain sur l'inceste se développe ensuite en interdit de savoir. Je ne veux pas savoir que j'ai été amoureux de maman ou de papa et que j'ai voulu faire un enfant avec et que cet enfant, au fond, c'était moi. J'aurais voulu remplacer papa auprès de maman au moment de ma conception. Ça, je dirais que cette formulation, je la tiens pour une loi générale. Mais je sais que c'est chaque sujet singulièrement qui cherche à l'exprimer à sa façon singulière, parce que justement, s'engendrer soi-même, c'est engendrer une singularité. Et je ne serai certain que ce sera une singularité que si c'est moi qui l'engendre. Parce que si je suis le jouet de papa et de maman pour ma simple existence, parce que c'est eux qui en ont décidé, et ensuite pour mon éducation et tout le reste, parce que c'est eux qui en ont décidé, pendant toute ma petite enfance, c'est eux-mêmes qui m'ont fourni les mots que j'emploie, il y a là un certain déplaisir à constater que je ne suis pas le maître de moi-même, j'ai eu des maîtres. Alors, et c'est une loi aussi. Il a bien fallu en passer par là. Et donc par la loi de l'interdit de l'inceste. Mais le fantasme ne cesse de réclamer ce plaisir qui aurait pu être celui de s'engendrer soi-même, qui est donc celui de la transgression, non seulement de l'inceste, de l'interdit de l'inceste, mais tout simplement de l'interdit de rebrousser le temps, de remonter dans le temps. C'est impossible. Le fantasme, lui, permet toutes ces choses, mais parce qu'il a des représentations, parce qu'il se forge ses propres représentations, non pas parce qu'il y a un réel qui est irreprésentable et impossible. Il est impossible de revenir en arrière, mais pas parce que c'est réel, tout simplement parce qu'il y a une réalité, celle de la flèche du temps. Je pourrais en dire autant pour le conflit amical qui a eu lieu entre Bohr et Einstein, où Einstein, étant un réaliste, pensait que le réel est ce qu'il est, et quand on le mesure, il ne fait que nous donner une représentation de ce qu'il est. Alors que Bohr explique que non, la mesure modifie le système, modifie l'ensemble du système. Et que donc, Einstein dit, il faut changer la loi, la physique quantique est incomplète, il manque quelque chose. Ouais, il manquerait peut-être aussi des objets qu'on n'a pas vus. C'était ça aussi que disait Einstein. Il n'avait pas la prescience de ce qui manquait, mais il pensait qu'il manquait quelque chose à la théorie. Et les expériences d'Alain Aspect
ont montré que, non, la théorie quantique était bien complète, il n'y avait pas de variable cachée, il n'y avait pas besoin ni de changer la théorie, ni de changer d'objet. L'appareil de mesure modifie le système et lui imprime sa patte. On est obligé de passer néanmoins d'une science de la réalité comme telle à une science de l'interaction des appareils de mesure avec la réalité. Il y a quand même une légère modification des objets. L'appareil de mesure est inclus dans l'objet que l'on mesure. Ça ne veut pas dire l'observateur. L'observateur est en dehors de tout ça. C'est pas un phénomène psy. Mais dans nos phénomènes psy, prenons-en de l'ARN pour nous demander si à chaque changement opéré par Freud, opéré par Lacan, éventuellement opéré par d'autres, mais je ne suis pas omniscient, je n'ai pas tout lu, qu'est-ce qu'on peut retenir avec un esprit critique qui nous permet de nous interroger si ça vaut le coup de changer la loi, de changer les objets, ou les deux, ou rien du tout. Voilà. Ce n'était qu'une façon de vous montrer comment je réfléchis. Pas pour aboutir forcément à une vérité dernière, ni à une nouvelle théorie, mais à continuer à stimuler la réflexion, pour ne pas en rester à dire le maître a dit, Sigmund a dit, Jacques a dit, mais je dis. Et je dis avec des arguments, pas avec c'est parce que je le dis que c'est vrai. Non, il y a des arguments et je demande qu'on les discute. Thank you.